et je salue Nicolas Ritel. Nicolas, comment vas-tu? Je vais très bien, Benoît. Et toi? Eh ben, je vais bien. Ok. J'ai eu le temps de déjeuner, de prendre mon petit café et bah, c'est sympathique de retrouver tout le monde. Les gens rentrent dans la salle, cette salle virtuelle au fur et à mesure. Mhm. Voilà, donc j'espère que tout le monde est bien installé, tranquillement, peut-être avec un café en main. On va donc couvrir le thème du display et du remarketing. De toutes ces opportunités de publicité en ligne sur Internet. Vous verrez qu'on aura à cœur de partager des exemples concrets. Peut-être une spécificité aujourd'hui, Nicolas, on aborde la chose de manière extra-européenne même, hein, puisqu'on Oui. aura un point de vue suisse que je représente, et puis toi tu apportes Un cette point de vue dimension français, française, hein. voilà, dimension française, et puis même quelques exemples internationaux. Exactement. Donc Voilà. c'est la force de ce réseau WSI dont nous parlerons, d'experts en marketing digital, plus de 1000 personnes dans le monde. Et Nicolas et moi travaillons régulièrement ensemble sur les cas qu'on va partager aujourd'hui. Alors, eh ben tiens, si tu me présentais Nicolas, puis je ferais la même chose. Ah, je te présente. C'était pas prévu ça, Bon, hein. non, ce n'est pas prévu, ouais. C'est bien le live. Ça met dans l'ambiance. Benoît, web entrepreneur depuis maintenant quelques années. Entrepreneur dans l'âme à fond. Euh, est là pour développer les marques, développer les PME à fort potentiel et au travers principalement du canal digital. Voilà, avec une touche personnelle sur tout ce qui est dans le domaine de l'innovation. Voilà. Et puis, euh, le travail que j'effectue avec Benoît est un travail de partenariat où on lève des projets et on déploie ensuite derrière une stratégie multicanal. Voilà. Tu peux rajouter quelque chose, Merci. Benoît? Ouais, non, écoute, peut-être pour moi c'est un grand plaisir de travailler sur Internet après avoir passé 12 ans dans le marketing de la grande consommation, dans des sociétés comme Procter et Gamble, Coca-Cola ou Nestlé. Et c'est vraiment fabuleux ce qu'on arrive à faire ensemble, effectivement, d'être très proche du consommateur, très agile dans la performance qu'on peut déclencher, l'ajustement des messages. Pour moi, c'est vraiment fabuleux d'être beaucoup plus proche des consommateurs que je n'ai pu l'être pendant ce temps. Alors, je te présente, Nicolas. Vas-y. Après des années d'expérience en directeur commercial, avec je crois une dimension technique dans le domaine high-tech, avec une dimension internationale, tu as rejoint le réseau et aujourd'hui euh, tu as vraiment à cœur cette approche performance, donc de délivrer des résultats et non pas juste de l'activité. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est ton approche multicanal. On va sans doute en parler aujourd'hui, donc cette capacité à activer aussi bien pour être concret, YouTube, Facebook, Google, les réseaux de bannières display, LinkedIn, etc. Écoute, belle présentation, Benoît. Je rajouterais qu'effectivement, je suis natif du domaine commercial. Et l'approche que j'avais du web, c'était comment rendre le web plus commercial qu'il ne l'a été dans les années passées, étant donné qu'aujourd'hui, on peut vraiment tout mesurer sur le web. Et si on peut tout mesurer, ça veut dire qu'on peut ramener tout à du retour sur investissement. Donc ma déformation commerciale, eh bien, je l'exploite aujourd'hui pour la performance des développements des projets sur le web et sur le digital d'une façon globale avec toi, entre autres. Voilà. Bon, alors voilà, assez parlé de nous. Qu'est-ce qu'on va couvrir comme thématique aujourd'hui? On va parler du display. Et bien sûr, comme toute démarche marketing, on part de la définition d'une cible, d'une audience. Et on vous parlera ensuite de la création du design de la publicité en ligne, des stratégies de ciblage, hein, tu vas couvrir ça, l'affinitaire, Mhm. le démographique, Contextuel, etc. etc. Mhm. similaire. Le remarketing, et moi j'aime bien parler de campagne Velcro. Euh, c'est vraiment une opportunité à la fois en B2C et en B2B qui est intéressante.
Et puis quand on veut travailler la performance, le suivi et les statistiques sont critiques pour avoir une approche agile, d'optimisation régulière. On n'a jamais la campagne parfaite dès le départ, et ce qui compte, c'est cette itération qui permet d'avoir une performance. Alors on a parlé de nous, ce qu'on aimerait c'est savoir qui plus précisément nous a rejoints aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est Claire va lancer un sondage pour comprendre quels sont vos besoins, et puis utiliser la chatbox qui est donc dans ce panneau de configuration GoToWebinar. Vous avez une petite flèche orange pour l'ouvrir, et dans le chatbox, je vous propose tout simplement, si vous le voulez bien, de mentionner votre secteur d'activité. Êtes-vous dans quelle industrie, ou peut-être B2B, B2C? Ça va nous aider à être plus pertinent dans les commentaires et les exemples qu'on va partager avec vous. Claire, si tu veux bien partager le sondage. Voilà, et puis c'est l'occasion, si vous voulez bien, confirmer dans le chat que vous m'entendez bien et que vous voyez mon écran. On aurait dû le faire dès le départ, mais je pense qu'on aurait eu des gens qui auraient mentionné ça comme un problème plus tôt. Voilà. Claire, est-ce que tu veux bien lancer le sondage? Le sondage est bien lancé. On a 31% de personnes qui ont voté pour l'instant. Donc, pour l'instant, les gens sont plus intéressés par la publicité en ligne ou les deux. La publicité traditionnelle n'a pas beaucoup de succès aujourd'hui. Ok, très bien. Alors, et dans le chatbox, je ne vois pas de secteur d'activité sauf erreur. Alors, on a une personne, Christa, qui nous dit qu'elle vient de l'industrie pharma B2B. Okay, pour l'instant, j'ai pas trop de réponses. N'hésitez pas à donner votre secteur d'activité, ça nous aidera à être plus précis dans les exemples. Ok, je te laisse juger quand tu penses qu'on a... Alors on a 35% des votes. Alors on a quelqu'un en informatique B2B. Donc industrie pharma B2B. Voilà. Pour l'instant c'est du B2B, ouais. Secteur édition. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui bosse dans le B2C? Alors on a secteur édition. Quelqu'un dans le B2C. Non, je pense que secteur édition c'est aussi dans le B2B. On a quelqu'un dans le télécom. Hop. Alors, je vais pouvoir arrêter le sondage, on a des réponses qui sont bien données. Okay. Alors, je partage le résultat. Donc voilà, on voit bien que c'est la publicité en ligne qui est la plus où les gens sont le plus intéressés. Je vous laisse reprendre, les gars. Merci, Claire. Ok, donc tu vois bien mon écran, Claire, tu confirmes? C'est bon, pas de souci. D'accord. Très bien, alors c'est effectivement intéressant de voir qu'aujourd'hui la plupart des gens sont orientés vers un budget dépensé en ligne. La publicité internet aujourd'hui, on peut la voir vraiment de deux manières pour simplifier. La première, il s'agit de répondre à une demande. C'est tout ce qui tourne autour de la publicité dans les moteurs de recherche, et donc en particulier sur Google. Donc si je tape publicité sur Google PPC Suisse, pay-per-click, je vais trouver des liens payants, de la publicité. Bien sûr, des liens naturels, c'est l'occasion de vous mentionner quelques vidéos de WSI. Et bien, ces publicités sont une manière de répondre à une demande. Mais on peut également utiliser la publicité Internet pour construire la notoriété d'une marque, d'un service, ou tout simplement pour garder l'offre présente à l'esprit, et donc typiquement sous forme de bannières, de publicités graphiques qui apparaissent sur des sites. Ici par exemple un site de météo, et vous voyez dans cette saison de Noël, le site idcadeau.ch est assez actif et fait beaucoup de publicité pour développer sa notoriété, mais garder tout simplement les gens qui les connaissent déjà, dire ah bah oui c'est vrai, j'ai encore des cadeaux à faire. Donc c'est l'idée d'aller voir ce que propose idcadeau.ch. Ici un autre exemple, Pyramédia, qui sort, donc sa publicité sort dans des résultats de recherche sur YouTube. Voilà, on va parler des différents formats qui sont disponibles. Donc c'est cette publicité display
Pour construire la notoriété, développer les ventes, on va voir qu'il y a un aspect performance aussi, à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui. Donc les formats, eh bien, ça peut être du texte, tout simplement, des images. Vous voyez ici une bannière animée qu'on vient de développer pour un de nos clients, ou carrément une vidéo. Et Nicolas va partager des exemples sur YouTube, entre autres. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le format, le message, est toujours lié au contexte. Et donc ici, par exemple, je vais plutôt reprendre celui-ci, je cherchais Thai Kitchen ou Thai Cooking ou Thai Recipe ou Thai Curry sur YouTube, je trouve plein de vidéos. Et puis il se trouve que j'ai une publicité de Pyramedia. Cette publicité, elle ne vient pas par hasard. Pyramedia, c'est un call center à Genève. Eh bien, cette publicité apparaît parce que j'ai visité le site de Pyramedia. C'est cette campagne Velcro dont on parlera tout à l'heure lors marketing. Nicolas, parle-nous des supports si tu veux bien. Les supports, c'est tout l'intérêt en fait de ce qu'on appelle la stratégie digitale multicanal. Quand j'entends multicanal, j'entends par là finalement où est-ce que je peux envoyer mes bannières, puisque là on parle essentiellement de display, même si on peut faire un petit peu de textuel. Mais c'est plutôt l'idée de se dire aujourd'hui je veux toucher une audience, où se situe mon audience. Donc on connaît qu'aujourd'hui les habitudes des internautes, c'est de traîner à la fois sur les réseaux sociaux, c'est en même temps d'aller sur YouTube pour voir certaines vidéos, c'est de traîner aussi sur son réseau social tel que par exemple LinkedIn. Voilà. Donc c'est exactement là où on pourra aller placer directement nos bannières, donc sous différents formats, différents visuels. Donc là, effectivement, on voit du textuel. On peut venir se mettre effectivement aussi sur des vidéos YouTube que les personnes regardent, mais aussi à droite de la vidéo. Et donc sur le premier exemple, c'est directement sur le mur donc dans Facebook, à la fois sur des pages professionnelles de Facebook, comme sur, je dirais, des profils personnels de Facebook. Donc soit à droite, soit directement dans le mur de notre page Facebook. Donc évidemment, le choix des supports est évidemment très lié en fait à la stratégie et à l'audience qu'on souhaite cibler. Typiquement, si on travaille sur du B2B, on aura peut-être tendance de contextualiser beaucoup plus les bannières pour LinkedIn et sur des pages professionnelles de Facebook que d'aller directement chercher en fait une audience qui soit trop jeune ou qui ne soit pas du tout dans un contexte professionnel, mais plutôt dans un contexte business to consumer, donc directement lié à la consommation directe. Voilà. Sur le deuxième slide, l'idée c'est aussi de dire que quand on cherche à aller sur de la performance en display, on peut maintenant choisir des sites très particuliers. Donc ça veut dire par exemple une thématique très précise. La thématique que là j'ai proposée, c'était une thématique où on parle de l'actualité, voilà, des news. Voilà, là où sont les gens, par exemple dans tout ce qui est actualité, mais aussi là où on va avoir une forte notoriété. Typiquement Marmiton, si on veut toucher une sensibilité de femmes, ou voilà, ou si on veut aller chercher du B2B sur des hommes et des femmes qui seraient peut-être des cadres supérieurs, peut-être aller sur Figaro Média. Donc on a ce choix-là de sites. Et aussi, évidemment, on ne peut pas oublier la mobilité. C'est-à-dire que dans le parcours client aujourd'hui de quelqu'un qu'on aimerait avoir comme client ou qui nous contacte, on passe par cette phase de prospect engagé, client et client fidélisé. Il est évident qu'aujourd'hui, sur 24 heures d'une journée, on a bien conscience que de par les différents outils qui existent, on peut à la fois travailler sur des campagnes de publicité display qui vont aller sur du mobile, comme sur des applications mobiles. Voilà, et tout l'intérêt, c'est qu'on puisse nous trouver. Alors, l'acte d'achat, il n'est pas encore complètement évident, même si c'est de plus en plus possible et de plus en plus dans les us et coutumes de commander via son smartphone ou plutôt sa tablette. Mais en tout cas, ce qui peut être intéressant, c'est pendant que le prospect fait ses premières recherches, il peut très bien le faire entre midi et 2, il peut très bien le faire pendant ses heures de trajet en transport, en train ou quoi que ce soit.
Donc là, il va plutôt travailler ses recherches sur le mobile. Et ensuite, certainement que le soir, ou à un moment donné où il ne sera plus posé devant son ordinateur, il reviendra sur ses recherches qu'il a faites dans la journée. Donc l'objectif peut-être au côté de la performance, si on parle de performance, c'est d'être présent au départ pour qu'ensuite il vienne nous revoir en fait directement via son ordinateur. Voilà. Ouais, ce qu'on a noté, c'est ces sites à fort trafic apportent à la fois du volume, hein, un nombre de clics important, mais également une image. Être vu, avoir une publicité sur auféminin.com va avoir un certain impact par rapport à une publicité classique sur Google ou sur un site de météo qui n'est pas brandé. Donc on l'a vu pour certains de nos clients, ça c'est assez intéressant de voir qu'il y a un effet d'image. Donc le modèle économique pour acheter ces publicités, vous l'avez sans doute entendu ces mots, CPC, CPM, le coût par clic, qui permet de contrôler le coût d'une visite. Donc vous ne payez que lorsque la personne clique sur la bannière, pas pour le nombre d'impressions de la bannière. Le CPM va par contre, le coût par 1000, vous payez à chaque fois que 1000 personnes ont la possibilité de voir votre publicité, donc à chaque fois que la publicité est imprimée. Donc bien sûr, l'impact sur le volume d'impression et sur le coût des impressions est différent, et ils sont liés donc à des coûts, à des stratégies, je dirais, différentes. Le CPM, on va typiquement chercher une audience plus large pour construire une notoriété. Le CPC est plus dans une démarche de performance où on veut contrôler le coût par visite, sachant qu'il y a un certain taux de conversion et donc au final avoir un coût par commande. Je peux juste rajouter qu'en fait, si tu veux bien revenir sur la slide, ce qui est intéressant, c'est quand on pense au display d'il y a 5 ans, qui était évidemment le display, c'était plus de la bannière, où en fait la monnaie d'échange était, on va dire, essentiellement à 95% du CPM, donc du coût par 1000. Aujourd'hui, tout le challenge, étant donné qu'on peut vraiment apporter du ciblage qu'on verra un peu plus tard, précis dans nos campagnes, tout le challenge est de pouvoir payer en CPM et d'augmenter le maximum de clics, puisqu'en fait on paye à l'impression. Et si par exemple j'ai 10 000 impressions et que mon challenge c'est d'arriver à 1000 clics, je ne paierai pas plus cher que si j'ai 5000 clics ou si j'ai 3 clics. Donc tout l'intérêt de la performance est de dire allons payer au CPM et maximisons en fait le taux de clic sur cette campagne. D'où la qualité des bannières. Hein. Exactement. Tout à l'heure, la nécessité de tester, de bien penser ces bannières. Ok, donc vous êtes clairement aujourd'hui intéressé par la publicité display. Juste intéressant, si vous avez besoin de justifier en interne pourquoi décaler des budgets du média traditionnel comme de la presse, du magazine ou des participations à des salons, eh bien voilà quelques éléments. Le fait qu'on paye pour du résultat, que la rentabilité est mesurable, on peut vraiment savoir cette vente qui a été réalisée vient de telle bannière pour laquelle j'ai payé tel coût. On peut segmenter et cibler beaucoup plus. Et puis cette agilité, on en parlait, hein, de la nécessité d'être itératif pour avoir un résultat à la performance. Donc pouvoir adapter les messages, l'optimiser, mais aussi coller à l'actualité de la société ou à l'actualité tout court. Pourquoi pas à la météo? On a quelques clients qui jouent avec ça, qui sont tributaires de la météo, et donc on adapte les campagnes en fonction du temps. Et donc là, il y avait un bel exemple de Google justement, qui construisait sur la météo pour transformer ce bad weather en un élément de marque. Voilà, 60 fois plus rentable, hein. Ça c'est un petit exemple. Si vous achetez une page dans le 20 minutes, alors c'est en Suisse, 24 000 francs suisses, c'est en gros, oui, ça va vous faire 20 000 euros. Vous avez un coût d'impression de l'ordre de 10 euros, 12 francs suisses. Facebook, pour le même ciblage en Suisse, vous voyez un coût par 1000 qui est 60 fois plus faible, avec le ciblage, avec la mesure. Donc si vous avez besoin de justifier pourquoi dépenser plus d'argent en ligne et couper de la publicité offline, traditionnelle, pour dépenser plus en ligne, vous avez là des éléments de réponse. Je ne vais pas passer trop de temps dessus. Tu l'as mentionné, Nicolas, le display a un rôle à jouer aux différentes étapes du processus d'achat.
que ce soit la découverte de la marque, lorsqu'on est sur des sites à fort trafic, on parlait aussi d'images, quand on apparaît sur Elle, par exemple, lorsque l'internaute fait une sélection, et ça c'est vrai pour du B2B comme du B2C. Donc si je suis sur un forum qui discute de la pharma ou un groupe LinkedIn et que je vois régulièrement une publicité pour cette société, eh bien naturellement j'associe cette société et son produit à la problématique qui m'intéresse et donc elle rentre dans mon ensemble de sélection. Il faut savoir que les gens, étant donné qu'ils sont bombardés, leur premier réflexe est de désélectionner et ensuite d'avoir un petit nombre de marques qu'ils vont ensuite comparer. Ils vont comparer les offres et là prendre une décision. Donc, rôle de découverte, rôle de sélection, puis lorsque on arrive à l'achat, eh bien, sur 100 visites qui arrivent sur votre site, disons en moyenne 2 vont convertir, et donc les 98 autres vont ressortir. Et l'intérêt, c'est qu'ils ont déjà vu votre offre et vous voulez les suivre. C'est cette notion du remarketing, de la campagne Velcro, et leur présenter un message qui est adapté, qui continue la discussion, qui renforce peut-être un message, qui offre qui leur donne une offre, une promotion particulière, puisqu'ils ont déjà fait l'effort de venir sur le site, peut être très efficace pour déclencher l'achat. Puis après l'achat, eh bien, on essaye de construire leur relation, et là, on sait qui a acheté. Pareil, on peut suivre ces personnes-là, et donc, avec de la publicité display, déclencher de l'upsell, du cross-sell. Le RTB, qu'est-ce que c'est que ce mot barbare, Nicolas? Oh là là, c'est compliqué à expliquer en si peu de temps, mais on va faire un zoom en arrière de quelques années. Il y a quelques années, quand on a acheté de la bannière de l'emplacement display, on discutait souvent avec des régies publicitaires qui étaient les régies des gros sites web, et on allait négocier avec eux, par exemple, je ne sais pas, par exemple 500 000 impressions sur tel site, par exemple chez Marmiton, on discutait sur 500 000 impressions, on négociait donc au coût par 1000, et puis ensuite la campagne elle démarrait, et quelles que soient les performances et les résultats de la campagne pendant par exemple les 3 semaines, on se retrouvait à payer et à ne pas pouvoir arrêter ce fameux contrat, malgré que finalement l'emplacement, on se rend compte peut-être au bout d'une semaine qu'il n'était pas du tout performant, ou en tout cas qu'il ne permettait pas d'atteindre nos objectifs. Donc un nouveau marché s'est ouvert, c'est ce qu'on appelle le marché du RTB, c'est le Real Time Bidding, c'est le marché en temps réel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous ces grands sites à forte notoriété se sont rassemblés en fait en régie, on va dire ça comme ça pour parler plus simplement, et nous proposent aujourd'hui de prendre des emplacements, non plus avec une négociation, je dirais, sur le coût par 1000 et sur un temps donné de prise d'emplacement, mais plutôt à l'emplacement unitaire. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, on a une place de marché. Nous, en temps réel, les agences, on voit quels sont les emplacements qui sont disponibles sur certains sites, donc sur des sites premium, des sites premium sur des sites à forte notoriété, comme par exemple maintenant aller directement prendre des emplacements sur le réseau Facebook, etc., etc. Le gros avantage, c'est qu'en fait, ça nous permet d'optimiser l'achat d'espace en temps réel. Ça veut dire que si par exemple, je décide de cibler, je dirais, une thématique de site et que je me rends compte au bout de quelques jours que certains sites ont des très bons taux de clics et d'autres ne fonctionnent pas du tout, ou des très beaux taux de conversion, ça dépend de nos objectifs. Alors à ce moment-là, je peux très bien décider en temps réel de désactiver les emplacements qui ne sont pas efficaces. Voilà. De la même manière, puisque je peux les désactiver, je peux renforcer mon offre. C'est-à-dire que si j'ai des emplacements et donc quelque part derrière une audience qui matche bien avec mes bannières, avec le site où j'ai décidé d'apparaître, alors à ce moment-là, je peux décider d'enchérir beaucoup plus fort mon coût par 1000 en temps réel. Voilà. Et le fait, effectivement, d'avoir une enchère plus importante, étant donné que je suis en face de d'autres concurrents, d'autres annonceurs qui veulent prendre l'emplacement aussi, alors à ce moment-là, on se bat, et donc c'est la guerre des enchères, et c'est celui qui paiera le plus cher qui prendra l'emplacement. Donc tout ceci se fait en temps réel. Voilà, c'est-à-dire que c'est en gros dans les 100 millisecondes que tout ce système est fait. Donc c'est un système qui est bien rodé aujourd'hui, on parle de plateforme, de hub qui permettent de gérer un peu l'ensemble de toute cette mécanique.
Et le gros avantage, c'est qu'on peut partir sur une offre de marché qui aujourd'hui de 95% des sites Internet. Donc, très forte progression. Voilà, donc en gros, si je reviens sur l'objectif de la performance dans le display, voilà, donc ça permet à quoi? Ça permet aux annonceurs d'augmenter leur retour sur investissement en affichant des messages personnalisés à un instant T et à un internaute qui a un besoin à un instant T, évidemment. Voilà, donc c'est parti des États-Unis. Aujourd'hui, le marché publicitaire du RTB est en train d'exploser. Et comme il est en train d'exploser, je crois qu'en 2017, il y aura à peu près 30% des achats display qui se feront au travers du RTB. Donc, grosse opportunité à prendre aujourd'hui. L'idée, évidemment, la philosophie derrière ça, c'est au-delà de la performance, c'est de dire qu'aujourd'hui, on n'achète plus du tout un emplacement, on achète une audience. Pourquoi? Parce qu'on peut aller sur un ciblage très précis. Donc là, je vous ai exposé en fait des ciblages, je dirais qu'ils sont pratiquement illimités aujourd'hui, mais en gros, on peut faire un ciblage sur une audience, pays, région, langue, centre d'intérêt. On peut faire un ciblage sur le contenu, c'est-à-dire le contenu d'un site parle par exemple, je ne sais pas, dans un forum de produits pharmaceutiques ou sur un forum d'informatique. Là, on parle de l'informatique, de problèmes informatiques à résoudre. On peut très bien décider de dire mes bannières, je ne veux les envoyer que sur les sites ou que sur les pages de certains sites qui ont effectivement un contenu informatif qui soit autour de ma sémantique de mots-clés. Voilà. On peut aussi exclure des thèmes. S'il y a des thèmes où on sait que ce sera pollueur dès le départ, donc évitons d'aller dépenser de l'argent par des impressions là où on sait très bien déjà, d'ores et déjà que ça ne convertira pas parce que notre audience n'y est pas. Et puis effectivement, on peut terminer dans le ciblage sur tout ce qui est partie emplacement. Donc, c'est-à-dire, on peut aller maintenant jusqu'à carrément dire, je ne prends des emplacements qu'au-dessus de la ligne de flottaison. Donc là, c'est un détail. La ligne de flottaison, c'est lorsque vous ouvrez votre ordinateur et que vous connectez à Internet. C'est tout ce que vous voyez sur votre écran avant de commencer à bouger la souris vers le bas. Voilà, donc ce sont des emplacements qui sont souvent les plus chers, les plus concurrentiels. Voilà, ça a du sens. On peut aussi dire, je souhaite partir que sur des tablettes. Je souhaite être que sur, par exemple, dans une application où je voudrais que les gens téléchargent mon application. Alors dans ces cas-là, ça voudrait dire que je ne publie que sur du mobile, par exemple. Voilà. Ce qu'on a vu, Nicolas, c'est que cette thématique est riche, il y a une grosse tendance. Beaucoup d'agences de com se positionnent là-dessus. Toutefois, la thématique est très complexe et la proximité avec la personne qui fait le travail, avec le trading desk, avec le DSP qui analyse les informations, est en fait critique au succès de la campagne. On a cette expérience et le réseau WSI a la possibilité, l'opportunité de travailler en direct avec ces plateformes. Il n'y a pas d'intermédiaire et donc ça nous permet d'avoir une qualité sur la sélection des emplacements, sur le ciblage, sur la gestion des campagnes et aussi de vous garantir le meilleur CPM puisqu'il n'y a pas de marge d'intermédiaire. Donc si vous travaillez avec une agence de com aujourd'hui, interrogez-les sur le nombre d'intermédiaires avec lesquels ils vont travailler avant d'être en contact avec le trading desk ou le DSP. Et puis sur leur capacité à vous fournir des informations telles que les listes d'emplacement ou de comprendre vraiment quelle est la structure de coût du CPM. Ce qui est la grosse différence avec le passé aussi, c'est qu'aujourd'hui, on peut optimiser les campagnes. C'est ça tout l'intérêt aussi de partir dans un objectif de performer et de choisir au déparrage. Le choix de départ n'est certainement pas la configuration finale à la fin de la campagne. Dans le passé, on lançait des impressions et je dirais qu'à la limite, on fermait son ordinateur, c'était fini. Pendant 3 semaines, ça déroulait tout seul. Aujourd'hui, notre grosse valeur ajoutée, notamment dans le réseau WSI, c'est d'optimiser les campagnes justement acheter la performance, comprendre les enjeux et les aboutissements. Voilà. Il va falloir qu'on monte des exemples maintenant qu'on a... Ouais, je crois, à un moment donné, il va falloir. Hein. Mais ça va, il reste une demi-heure, Benoît. Voilà, bon. Donc là, on va passer de cette slide. En fait, c'était pour parler du display RTB, sur le fait que ça monte plus vite que prévu au niveau des investissements d'achat. Donc on est bien sur une tendance de rentrer vraiment dans le marché du RTB de plus en plus aujourd'hui. Voilà. Ok, donc si on revient sur les objectifs de marque, on va maintenant rentrer sur des exemples qui reprennent en fait ce qu'on vient de décrire, mais les illustrent.
Donc on a dit que effectivement le display était une manière de construire votre notoriété, le branding, à la fois en termes d'image et de visibilité. Donc voilà un exemple, par exemple, pour une marque de phytothérapie, phytosanté, que l'on positionne sur un site météo. Alors vous vous rendrez compte que j'ai truqué parce que je n'ai pas réussi à avoir la bonne impression. Donc j'ai posé une des bannières ici sur le site. Mais l'idée est qu'effectivement on a sélectionné, comme Nicolas vous le montrait, des sites de météo pour afficher cette publicité. On a une publicité autour de temps maussade, donc qui est tout à fait en lien avec le contexte, bien que ce jour-là c'était plutôt pas mal, et qui présente une offre de gelée royale pour retrouver sa vitalité. Donc là on est dans un contexte où les gens sont réceptifs à ce message et la publicité est donc bienvenue. Et effectivement, on voit des taux de clic meilleurs que si on partait sur des publicités génériques en termes d'emplacement. La performance, Nicolas. Oui, la performance, c'est toute la partie ciblage en fait. Aujourd'hui, comme je l'expliquais tout à l'heure, tout l'enjeu du display, c'est de ne pas choisir n'importe quoi comme emplacement, comme impression, mais c'est vraiment de tenter de cibler au maximum pour apporter le maximum de ROI. Aujourd'hui, donc là c'est un focus assez sympa, c'est demain j'ai une audience sur mon site. Ce qu'aujourd'hui Google nous permet de faire par exemple dans les campagnes display, c'est pour aller jusqu'au-delà de la performance, c'est de dire voilà comment agrandir mon audience, c'est-à-dire comment Google analyse le comportement des gens qui viennent sur mon site web. Donc ils viennent sur mon site web, par exemple j'ai un site qui vend du matériel informatique. Derrière, ces personnes-là vont aller sur d'autres sites, donc dans la même thématique ou pas d'ailleurs. Google, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder quels sont les autres internautes qui ne sont jamais venus sur notre site, mais qui ont exactement les mêmes habitudes ou pratiquement les mêmes habitudes de visite de d'autres sites que nos propres visiteurs de notre site à nous. Et à ce moment-là, ce que l'on peut faire maintenant, c'est directement faire de l'impression sur les gens qui ne nous connaissent pas, qui ont les mêmes habitudes, les mêmes comportements sur le web que notre audience actuelle qui vient sur notre site. Ça veut dire que là, d'un seul coup, on va pouvoir transférer du budget, non pas, encore une fois, n'importe où, mais on sait sur des gens qui auront certainement, on va dire, du prospect qualifié, qui aura une affinitaire avec notre site qui sera, à mon avis, très très forte. Voilà. Donc ça permet d'avoir des coûts par acquisition qui vont être beaucoup plus stables. Ça va permettre d'aller chasser sur le terrain des autres, pourquoi pas chez nos concurrents, voilà, etc., etc. Benoît, tu voulais dire quelque chose ? Si je résume ça, j'ai un client dont le profil est effectivement une société qui achète de nombreux postes de travail chaque année. Voilà. Ces gens-là visitent régulièrement des sites sur l'efficacité opérationnelle, par exemple, ou la sécurité au travail. Voilà. Ça, c'est mon client. Mais Ouais. je vais être capable de cibler quelqu'un qui a le même profil de comportement sur Internet, bien que cette personne me soit inconnue et ne soit jamais venue sur mon site. Oui, tout à fait. Google nous propose une liste, ce qu'il appelle lui l'audience similaire. Donc c'est une liste d'une audience qui est similaire à notre propre audience actuelle, sauf qu'elle ne nous connaît pas, donc il nous propose d'aller directement chasser. Voilà. Donc ça veut dire qu'en gros, si toi tu as 3 concurrents et que tu as une audience qui est allée voir les 2 autres concurrents mais qui n'est pas venue te voir, Google est capable de te créer une liste de ces gens-là. Voilà. Et ensuite à toi de leur lancer en fait ta bannière pour aller les chasser. Quelque part leur dire oh, nous on existe, il n'y a pas que les autres, il y a aussi nous. Voilà. Typiquement avec un message comparatif ou une offre particulière. Ouais. D'accord. Ouais, voilà. Après, il faut bien adapter la bannière, effectivement. Donc, pour revenir sur l'histoire du ciblage, il en existe beaucoup. J'essaie de les résumer en parlant un peu d'entonnoir, c'est-à-dire si on parle de centre d'intérêt, c'est-à-dire je vais cibler par exemple sur l'informatique en général, on insiste beaucoup sur l'informatique, on pourra passer au télécom. Je vais par exemple dans la téléphonie, c'est un centre d'intérêt qui est quand même très très large. Donc on pourrait aller carrément sur des mots-clés, donc on pourrait carrément réfléchir à une sémantique de mots-clés et de les travailler pour dire moi je ne veux apparaître que sur les pages où ce mot-clé-là apparaît, celui-là apparaît, celui-là apparaît. Aussi je peux dire je connais des emplacements qui sont déjà pertinents, c'est un tel, un tel, un tel, et ça je peux les gérer directement. Voilà. Ou alors après on peut faire une combinaison des deux, des emplacements, des mots-clés, et évidemment le remarketing à la fin qui est là vraiment pour à la fin convertir. On va dire, convertir. Alors je voulais partager un exemple.
on a eu je voudrais reparler de ce call center à Genève qui s'intéresse beaucoup aux médecins. Et les médecins, comme vous le savez, ils ont des secrétaires médicales. Et on s'interrogeait sur comment présenter l'offre du télésecrétariat aux médecins. Un médecin ne va pas penser au télésecrétariat, ne va pas chercher un mot-clé comme call center, donc difficile de les cibler. Par contre, ils sont très intéressés par la thématique de la secrétaire médicale. Il faut qu'ils en embauchent en temporaire, ils veulent savoir quel est le salaire, il y a plein d'informations dont ils ont besoin. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé le blog de la secrétaire médicale en Suisse, avec plein d'informations sur des benchmarks de salaire, des conseils d'embauche, etc. Et ce site est donc visité par beaucoup de médecins, et nous avons posé des codes de retargeting, de remarketing, en plus de bannières bien sûr sur le site. Et donc l'offre de Pierre Média, de ce télésecrétariat, est présentée à ces médecins régulièrement, et ça fonctionne très bien. On a toutes les semaines des demandes de devis de médecins en Suisse romande. C'est ce remarketing, entre autres. Voilà. Donc le remarketing, pour vraiment que ce soit bien très clair dans la tête, voilà, dans votre façon de penser, quel est le principe de base? Un internaute vient sur votre site, il lui est apposé un cookies, c'est-à-dire en fait un petit mouchard qui restera dans son ordinateur, et ensuite quand l'internaute va aller visiter d'autres sites que le vôtre, nous on arrive au travers, grâce à Google, à détecter qu'il est présent sur d'autres sites. Et à ce moment-là, si on le voit sur d'autres sites, on peut lui relancer en fait une bannière. Voilà, donc il est reconnu et on lui réannonce en fait, on lui renvoie en fait une bannière qui va être adaptée. Voilà. L'objectif, comme le disait Benoît tout au début, c'est quoi? C'est de, par exemple, quelqu'un qui aurait fait une vente et à qui on voudrait proposer un service complémentaire. Je lui ai vendu un appareil photo, je lui ai vendu une station de travail informatique. Derrière, je veux lui vendre des accessoires, je veux lui vendre des logiciels spécifiques, je veux lui vendre une maintenance, un service. Voilà, tout simplement, on peut lui dire, et oh, n'oublie pas, on propose ça aussi. Ça peut être aussi une façon de dire, par exemple, détecter tous les gens qui, sur un site e-commerce, qui auraient par exemple mis au panier un produit et qui n'ont pas été jusqu'à l'acte d'achat. Donc on pourrait très bien dire, je souhaite aujourd'hui relancer une bannière sur tous les gens qui ont mis au panier mais qui n'ont pas converti en commande, voilà, ou qui n'ont pas fini de remplir leur formulaire de contact si je suis dans une notion de B2B et où j'ai besoin d'avoir des prises de contact via un formulaire de contact. Voilà. Et tu vas le faire d'ailleurs en présentant le produit qui a été mis au panier. Hein. Exactement, tout à fait. On cible, et donc comme on peut visuel de la bannière en dynamique. Voilà, tout à fait. Voilà. Ce qui peut être sympa, par exemple, c'est faire une offre particulière à cette cible-là, en fait. Tu vois, c'est intéressant. Donc voilà, pourquoi recibler? Donc soit évidemment pour faire de l'acquisition, quelqu'un qui visite la page d'accueil qui ne fait pas d'achat, quelqu'un qui fait une inscription mais qui n'achète pas, quelqu'un qui met au panier et qui n'achète pas, ou quelqu'un qui visite une page produit mais qui ne va pas plus loin. Donc soit qu'il ne prend pas contact avec vous, soit qu'il ne remplit pas le formulaire, soit qu'il ne prend directement, si c'est de l'e-commerce, qu'il ne commande pas. Côté fidélisation, c'est achat d'un produit A, je lui vends un produit B. Voilà. C'est pourquoi pas achat d'un produit dans tant de temps. Donc ça veut dire que par exemple, je peux recibler les gens qui ont acheté dans les 10 derniers jours, et parce que je sais qu'ils vont avoir une problématique suivante qui va arriver très rapidement derrière. Donc je peux être là à ce moment-là. Voilà. Ou alors, c'est recibler des gens qui sont arrivés sur le site au travers d'une campagne emailing, qui sont arrivés sur une page spécifique, et je peux recibler des gens qui seraient arrivés d'une source spécifique. Voilà. Aujourd'hui, les scénarios de retargeting, je crois que c'est la slide suivante. Les scénarios je mentionne juste que ce qui est important, effectivement, c'est de ne pas avoir le même message, d'adapter le message aux besoins, et en particulier la page de destination. Là, je vous renvoie au webinaire de la semaine dernière, vous le trouvez sur YouTube. Landing page WSI, le webinar qui a parlé de cette thématique. Tout à fait. Donc, pour aller assez rapidement sur les scénarios de remarketing, aujourd'hui, on peut aller sur du scénario beaucoup plus poussé, c'est-à-dire créer des listes de personnes qui sont venues X fois sur le site et qui, sur les X derniers jours, et me dire, bah voilà, je considère, moi, que les gens qui sont venus, par exemple, 3 fois sur mon site depuis 7 jours, je peux considérer que ce sont des gens qui portent un intérêt. Donc ces gens-là, je peux créer une bannière et leur envoyer à eux spécifiquement. Je peux le faire aussi en décidant, par exemple, de dire le temps passé sur le site. Voilà.
les gens qui ont passé plus de 1 minute 30 sur mon site, je peux considérer qu'ils se sont baladés, je saurai combien de pages ils ont été visités, et donc ces gens-là, je pense qu'il y a un intérêt à les relancer, donc à les remarketer. Voilà. Pareil sur la valeur d'un utilisateur, au-dessus d'un certain panier moyen, je peux les relancer. Voilà. Et puis aussi, on peut remarketer sur les sources, c'est-à-dire par exemple que les gens qui sont venus grâce à une campagne d'emailing, ou que les gens qui sont arrivés par le référencement naturel, ou que les gens qui ne sont venus que par des campagnes AdWords, voilà, ou newsletter ou quoi que ce soit, et puis aussi pareil, voilà, donc je ne veux remarketer. Ça peut avoir du sens pour le social, ça en particulier, hein, où le comportement et ce que les gens recherchent est assez spécifique. Oui, en fait, sur le social, de base, on ne vend pas sur le social. Donc, de cette manière-là, on peut très bien expliquer que c'est très logique de comprendre que la bannière, le message de la bannière ne sera pas du tout le même lorsqu'on veut recibler quelqu'un qui arrive du social que quand on veut recibler quelqu'un qui a passé du temps sur des pages produits ou qui a mis au panier, où là, il y a véritablement, ou qui a commencé à remplir un formulaire de contact, par exemple. Donc là, il y en a qui cherchent et il y en a qui se renseignent, qui sont plus dans une démarche de regarder ce qui se fait. Voilà. Okay. Bon, bah, je crois qu'on a planté le décor de la théorie, de toutes les opportunités qu'on a avec le display, donc différents objectifs, différentes techniques de ciblage, qui vraiment permettent d'être très fin, ce côté de mesure. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est de découvrir quelques exemples. On va prendre 10 minutes, on laissera un quart d'heure pour des questions. Et voilà, donc là on est sur une marque de grande consommation, groupe McCormick, et pour qui on a testé différents messages. Et donc on voit différentes thématiques de messages qui ont été testés, qui semblent tout à fait valides. Et pourtant, eh bien là-dedans, il y a un message qui fonctionne 6 fois mieux que d'autres en termes de connexion, d'obtenir des clics des internautes avec le même ciblage, et même 10 fois mieux pour obtenir des actions sociales telles qu'un like, un share sur Facebook par exemple. Donc c'est vraiment intéressant de voir que... Un share, c'est... Un share, c'est je partage avec mon réseau. Ah. Okay. Je partage avec mon réseau un texte, une image, parce que ça m'intéresse et donc mes amis, mon réseau vont voir ce que je partage. Donc là, ce qu'on veut vous montrer, c'est au-delà de ce ciblage et de la qualité du paramétrage de la campagne, des niveaux d'enchères, etc., le message lui-même a bien sûr beaucoup d'importance, à la fois dans les mots utilisés, mais également dans les images. Et on voit que si vous investissez 10 000 €, eh bien, vous allez avoir des retours sur investissement significativement différents entre un message et l'autre. Alors, je vous laisserai deviner qu'est-ce qui fonctionne en termes de thématique et de visuel. C'est bien sûr confidentiel. Donc, comment construire des bannières? On en a vu une tout à l'heure sur justement ce concours. On voulait vous donner quelques éléments ici qui nous paraissent importants. Il s'agit de briefer, en fait, quand on briefe une bannière, c'est la même réflexion que quand on briefe une publicité télé. On part du choix de cible, à qui on va parler, dans quel contexte, quel est l'objectif, est-ce que je veux développer ma notoriété, est-ce que je veux obtenir une adresse mail, est-ce que je veux vendre, est-ce que je veux ramener des gens qui sont déjà venus, est-ce que je veux convaincre que je suis mieux que la concurrence, bon, etc. Donc l'objectif est clé et l'objectif va permettre de décliner ensuite les différents éléments qui sont comment est-ce qu'on va d'abord connecter. C'est le pied dans la porte du vendeur. Les gens sont bombardés de messages publicitaires, je suis sur mon site de météo. Qu'est-ce qui va faire que je vais porter de l'attention à cette bannière et décider de passer quelques secondes avec cette marque en donnant un de mes clics à cette marque-là. Donc le premier message de connecter est critique. Ensuite, il faut être très clair sur quel est le message que vous voulez faire passer. Vous avez quelques secondes, quelques centimètres carrés ou quelques pixels pour faire passer votre message. Donc l'objectif influence le message clé. Et puis bien sûr, n'oubliez pas votre marque. Ça arrive parfois, on travaille tellement de messages clés qu'on revient à la fin et puis on se dit, voilà, mais où est le logo, où est le produit? Donc toujours important. On l'a vu encore et encore sur Internet, en bannière. Plus on va en générique et plus l'importance d'une offre, d'un incentive est important. Donc
Voilà, c'est penser d'abord à qu'est-ce que vous allez pouvoir leur offrir. Une différence aussi. C'est-à-dire comment je me différencie de mes concurrents et finalement, est-ce que c'est pas ça que je dois mettre en avant sur une bannière? Et puis on l'a vu, quand on construit le visuel clé de cette bannière, qui va être ensuite décliné dans différents formats, donc on les a pas ici, mais on a le format horizontal en haut, le format vertical, les différentes tailles de carrés, etc. Bien, il faut qu'on pense à un visuel qui puisse être composé en horizontal et en vertical. Et les formats sont assez, typiquement c'est un format, on en a une, je pense après, voilà. Cette bannière ici, il faut qu'elle fonctionne aussi bien dans ce format-là que dans ce format-là, ou que dans un carré. Voilà. Donc, il faut penser à son visuel clé comme ça. Je vous laisse surtout que flasher suivant, ce code. Surtout que suivant les bannières, on n'a pas non plus les mêmes retours sur investissement, on n'a pas la même visibilité. Et ensuite, il faut comprendre que dans le monde du display, chaque site qui accepte de recevoir de la publicité sur son propre site, en fait, a décidé d'accepter tel type de format ou tel type de format. Donc, quand on se lance dans le display, il est important de prévoir un kit de 4-5 formats pour s'assurer d'obtenir, je dirais, la possibilité d'aller sur tous les emplacements de départ, en fait. Voilà. Ok, donc si vous n'avez pas eu l'occasion de flasher ce QR code, vous pouvez le retrouver soit en nous écrivant, soit sur nos différents sites. Ce sont les spécifications techniques des tailles de bannière. Voilà, donc là par exemple, un exemple de retargeting, donc pour cette marque Thai Kitchen, pour continuer dans l'exemple, on est sur un site en Suisse qui a vraiment un fort trafic de recettes. Et une personne qui est passée sur le site, ce qui est mon cas, va se voir présenter cette bannière, donc en lien avec le contexte. Je suis à la recherche de recettes et on me parle de la dernière recette de Curry Thai que je vais pouvoir découvrir en revenant sur le site. Donc tout à fait pertinent, une publicité bienvenue. Sur Facebook, on l'a dit, c'est un des réseaux. J'en profite pour vous dire que cette vidéo est assez amusante, Christmas Jammies, je vous invite à la découvrir. Ici, je trouve la marque Fogel, qui est un des leaders de phytothérapie en Suisse. Et comme je suis fan de la marque Phytosanté, eh bien Fogel me target de manière affinitaire. Je suis intéressé par la phytothérapie et donc j'ai assez régulièrement des publicités liées à la phytothérapie. Tu veux nous parler de cet exemple? Ouais, moyen de fidéliser. Donc, Sony Music, pour pas les citer, en fait, nous demandait de lancer le nouveau clip pour un groupe qui s'appelle Boulevard Désert. Et en fait, il fallait réussir à aller rechasser en fait toutes les personnes qui étaient directement, je dirais, abonnées à la chaîne YouTube de ce groupe-là et leur dire coucou, le nouveau clip est sorti. Voilà, donc l'idée c'était d'aller travailler. Donc là j'ai mis quelques exemples pour montrer, surtout aussi pour mettre en avant le côté retargeting. Donc il n'y a rien de tel que les chiffres qui parlent. Donc voilà, pour un budget de 8 000 €, on a eu 6,5 millions d'impressions, 150 000 visionnages, donc un coût par vision, donc on parle en coût par vision sur YouTube, donc de 6 centimes. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le taux de visionnage moyen, c'est-à-dire par rapport aux gens qui sont touchés, était de 2,3%, et qu'en fait sur la campagne de remarketing qui représentait une très bonne partie des 150 000 visionnages, on a eu 22% de taux de visionnage, c'est-à-dire 22% des gens qui ont vu la bannière ont visionné le clip. Donc en fait c'était un moyen d'aller fidéliser effectivement. Donc le retargeting avait été fait sur les gens. Donc c'était la liste des gens qui étaient déjà abonnés à la chaîne et à qui on voulait dire le nouveau clip est sorti, parce que derrière le nouveau clip, évidemment, il y a le nouvel album qui va sortir. Voilà, donc c'était un moyen de commencer à réactiver l'audience de ce groupe. Et donc voilà, donc on voit, c'est un x10 directement sur le taux de visionnage. Pour un budget raisonnable, 8 000 €. Oui, très raisonnable, très raisonnable. De la même manière, donc là c'était pour montrer l'impact du pilotage à la performance sur le RTB, donc le fameux réseau display RTB, donc là où je choisis l'emplacement unitaire et non plus l'emplacement sur des négociations à rallonge. Donc là l'idée c'était de partir sur voilà, donc, un site e-commerce qui vendait des bijoux en ligne, donc le grand concours de Noël s'est passé sur les 3 dernières semaines.
C'était l'idée principale, c'était d'aller récolter, je dirais, de l'email, mais en même temps, quelque part, indirectement, c'était de leur dire « Coucou, pensez à nous, c'est le moment de faire vos achats pour votre femme ou pour vous-même ». Et puis, voilà, donc l'idée, c'était de lancer une bannière. Derrière, c'était d'aller attaquer sur le réseau Display RTB et sur le réseau de Facebook, puisque au travers du RTB, je peux relancer les gens qui sont venus sur mon site directement sur leur page Facebook. Aujourd'hui, Facebook nous a ouvert en fait cette partie-là. Et donc l'idée derrière, c'était de voir quel retour on avait comme investissement. Donc là, on a eu pour voilà, 3000 francs suisses, qui fait à peu près 2400 euros, 2300 euros, 2400 euros. On a eu 1,7 million d'impressions sur le réseau RTB. Évidemment, les optimisations qui ont été faites pendant ces 3 semaines nous ont permis d'obtenir un CTR qui n'est pas si bon que ça, pour ça que je l'ai mis en rouge, de 720 clics, donc de 0,04%. Mais l'objectif n'était pas le CTR, l'objectif était le chiffre d'affaires. Donc on voit que pour ces 2400 euros d'investis, le chiffre d'affaires qui a été réalisé sur ces 720 clics est de 40 000 euros. Voilà. Donc soit 6% de l'investissement du chiffre d'affaires. Donc on voit que là, effectivement, quand on commence à rentrer dans une partie objective d'optimisation des emplacements de notre audience et qu'on intègre du retargeting en plus dans le RTB et qu'on va chasser les gens directement là où ils sont, on arrive vraiment à des choses assez performantes. Juste pour information, Facebook, le retargeting sur Facebook a ramené, je crois, 20% de ce chiffre d'affaires. Voilà, donc comme quoi, ça peut marcher aussi Facebook, quoi qu'on entende. Ouais, surtout sur cette thématique ici Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ok, un exemple pour influencer le cycle de décision, on en parlait, ici une agence de voyage, donc il s'agit d'obtenir des demandes de devis, demandes d'offres pour des voyages assez chers, personnalisés. Typiquement, ce qu'on a vu, c'est que les gens ils découvrent en général sur tablette, et plutôt le dimanche soir. Donc vous voyez, on peut être vraiment très précis. Donc une phase de découverte, une phase ensuite de comparaison, qui se passe plutôt durant la journée au bureau, typiquement sur ordinateur. Et puis la décision se fait souvent sur portable. Beaucoup de gens convertissent dans le voyage par téléphone. Et typiquement, ici, on a un délai de 7 jours et un délai de 30 jours pour la décision. Alors vous voyez que d'avoir compris ça nous permet d'être très efficace sur le choix des bannières et le message qu'on va avoir sur des tablettes à un moment donné. On va être dans la découverte, faire envie aux gens, leur donner envie d'un clic. Donc on va être beaucoup sur des visuels, sur leur montrer les faire rêver, tout simplement. Ici, on est en train de mettre les avantages en avant de l'agence de voyage. Pourquoi vous devriez demander une offre chez nous et travailler avec nous. Et puis on le fait dans un délai relativement court. Et puis ensuite, sur les mobiles, on s'assure que le jour où ils sont en train d'hésiter et qu'il faut se décider, on est les premiers à appeler. Voilà, donc ça fonctionne très bien. Vous voyez ici avec des tout petits budgets, on parle de 1200 euros, on obtient des nombres de devis impressionnants. Et ici, donc des devis en direct, mais également des devis après affichage, c'est-à-dire des gens qui voient la bannière, qui ne cliquent pas dessus, mais qui vont quand même convertir. Donc le display peut avoir un impact de notoriété et puis déclencher une conversion par la suite. On a encore quelques minutes. Est-ce que tu veux parler de celui-là? Ouais, pourquoi pas. L'impact du remarketing, donc de la relance. C'est-à-dire que la stratégie, là, c'est une marque, Jumbo Car, qui n'est pas très connue en France métropolitaine, mais qui est très présent et très connu en fait sur les 3 îles de la Réunion, île de la Martinique et île de la Guadeloupe. Donc l'idée, c'est d'aller chercher les gens. La stratégie, c'est de dire comment je peux faire découvrir, acquérir de nouveaux visiteurs et de nouveaux clients. Donc là, on est passé par la découverte de l'offre via Google AdWords, mais Search, donc sur google.fr. Et ensuite, c'était d'aller relancer ces gens-là qui, évidemment, derrière, c'est un marché de la location de voiture qui est très prisé, donc très concurrentiel. Et donc les gens vont évidemment aller voir Hertz, Avis, etc., etc. Et donc c'était de leur dire coucou, on existe. Donc c'est de faire une relance directement via une bannière en fait tournante. Donc là j'ai mis quelques copies écran via du remarketing dans les 7 jours, puisqu'on s'était rendu compte que le cycle de décision et de prise d'achat, en fait, de location de voiture était dans les 7 jours.
Voilà. Donc là, en fait, on a mis en place, en voyant ce qui se passait, donc en octobre, on a fait les premiers tests et on a regardé ce qui se passait. On a eu 43 conversions, donc 43 locations, voilà, pour donc un coût d'acquisition de la commande à 83 €. Et en passant sur du remarketing, on a effectivement plus dépensé, mais on est descendu sur un CPA, donc un coût par acquisition de clients à 50 €. Voilà. Donc l'idée, elle était où? Elle était de dire qu'à la fois, on joue sur les dépenses, mais on joue sur le coût par acquisition final. C'est-à-dire que quand on atteint l'objectif de coût par acquisition, eh bien à ce moment-là, autant dépenser le plus possible. Si on reste dans notre coût par acquisition, on va aller chercher plus de commandes. Voilà. Et l'idée, c'est que je vous ai mis en bas, c'est la partie campagne remarketing. Dessus, on a dépensé que 142 € sur les 6300. Et elle nous a permis de faire quand même 6 conversions en direct. Ça veut dire des gens qui ont cliqué sur la bannière et qui ont commandé de suite. Et 57 conversions indirectes, c'est-à-dire des gens qui, ce que tu expliquais Benoît en fait, il y a des gens qui ont vu la bannière et qui sont venus recommander après. Voilà. Donc si cette campagne n'existait pas, il n'y aurait pas eu ces 6 conversions directes et les 57 conversions indirectes, il y en aurait une bonne partie qui ne serait pas arrivée non plus. Voilà. Donc si on s'amusait à faire un coût par acquisition sur le remarketing direct, on sera à 23 €. Et sur le remarketing indirect, on serait à 2,25 €. Voilà, donc là c'est vraiment le cas typique de montrer l'exemple et la puissance du remarketing. Aujourd'hui, on ne se pose plus de questions, n'est-ce pas Nicolas? À chaque fois qu'on ouvre une campagne quel que soit, même si on fait juste du search sur AdWords, on va toujours monter une campagne de remarketing derrière. Toujours. C'est dès qu'on est dans une idée de performance, d'obtenir des résultats, il faut du remarketing absolument. Allez, on continue avec un exemple de bannière dans une application. Vous voyez ici sur le 20 minutes pour l'achat de poulets grillés dans des camions. Là, l'intérêt de cette campagne, c'est qu'on a réussi à la géolocaliser. Vous voulez montrer la campagne, la bannière, à quelqu'un qui est dans une proximité de 5 km du camion, pas plus. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. On a géolocalisé les impressions publicitaires. Les camions bougent tous les jours. Il n'y en a pas tout le temps dans chaque ville. Et donc, on a montré la publicité que lorsque la personne était dans une position, une proximité suffisante pour pouvoir acheter. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est ancré également dans une occasion. Donc, à nouveau, au lieu de dire acheter un poulet grillé, on a dit peut-être que vous pensez regarder la télé ce soir. Beaucoup de gens qui vont dire oui, c'est ce qu'on a parlé, hein, c'est la connexion, le pied dans la porte. Eh bien, si c'est une soirée télé, c'est une soirée poulet grillé. Et puis l'incentive, et on a eu de très très bons clics ici, 4%, alors que typiquement on attend du 0,1 en display. Puis vous voyez, on tombait sur un site optimisé mobile où l'itinéraire nous amenait directement au camion. Alors Claire, je te propose de lancer le sondage, ce qui va nous permettre de répondre aux questions et puis de comprendre l'intérêt pour les différentes solutions techniques de display qu'on a pu mentionner, donc du retargeting, du RTB, etc. Et puis Claire, je te laisse nous guider dans les questions. Pas de souci. Donc là, j'ai lancé le sondage. Donc vous pouvez commencer à répondre et poser vos questions dans la chatbox et dans la boîte à questions. Comme ça, on pourra les traiter pendant que tout le monde répond au sondage. Alors, j'ai une question. Ah, vas-y. Ouais, je voudrais juste rappeler juste une chose, c'est que évidemment, là on a fait du live, donc on a pris essentiellement des exemples en V2C. Mais évidemment, la logique tient pour le B2B. Ouais, Pyramedia est un exemple B2B. Oui, exactement, c'est vrai, tout à fait. Où aujourd'hui, si vous rencontrez le client, il est devenu très très bon en golf grâce à WSI. Il a du temps à passer sur le terrain, sur le parcours. Alors, j'ai une première question si vous êtes prêts. Comment fait-on pour géolocaliser la personne qui approche une camionnette Max Poulet ? Eh bien, on s'est arrangé avec les éditeurs et ça nécessite une certaine proximité avec eux, de manière à ce que l'achat des emplacements soit configuré. On sait où sont les camionnettes jour après jour, hein, donc c'est pas, on a le plan des routes et des emplacements à l'avance, et on a configuré notre campagne d'une manière très fine pour ne montrer des emplacements que dans un cercle, un périmètre d'un rayon de 5 km autour de l'emplacement ce jour-là dans cette région-là de la Suisse. Parce qu'évidemment, dans le ciblage, on peut aussi choisir
les lieux où l'on souhaite, je dirais par exemple, si je souhaite envoyer les bannières à Paris et pas à Lyon, eh bien voilà, typiquement c'est une méthode de ciblage aussi, le ciblage géographique. J'ai un autre cas, un site touristique qui veut justement pousser les gens à télécharger leur application. Eh bien, on va montrer les publicités sur des sites à fort trafic, donc là pour des sites d'actualité, des sites de météo, tous les sites possibles et imaginables, mais on va ne les montrer que si les gens se connectent dans un rayon de 10 km autour du village touristique. Une autre question, Claire? Alors, pas d'autres questions pour l'instant. J'ai 30% des personnes qui ont voté. Pour l'instant, donc on a on a une autre question. Alors, il demande si le téléphone du coup doit être géolocalisé pour oui, à partir du moment où on géolocalise la campagne, on peut imaginer avoir un message qui est spécifique à la campagne et donc avoir un numéro de téléphone qui corresponde à la région. Tout à fait. Je crois pas qu'on puisse le faire dynamiquement, Nicolas. Je suis pas, j'ai jamais rencontré ce cas. Modifier le téléphone par des extensions, non, je crois pas. Hein. Ah non. Alors j'ai une question sur. À la limite, aujourd'hui, en tout cas en France, le 09, tu vois, t'as du 09 quelque chose partout en France. Oui. Donc c'était plutôt à l'époque où il y avait les 01, les 02, les 03, les 04. Aujourd'hui, on peut directement prendre un numéro de téléphone chez OVH qui fournit des téléphones à 1 € par mois, un numéro de téléphone, et à ce moment-là, travailler peut-être sur un seul et unique numéro de téléphone. Voilà. De toute façon, lorsque la personne... oui. Ce que je voulais dire, juste pour terminer sur le numéro de téléphone, c'est que la personne qui voit en fait l'annonce sur son téléphone, si en fait elle peut très bien cliquer dessus et directement appeler s'il y a besoin d'appeler en fait. Il y a aussi cette formule-là qui est assez intéressante. Le click to call. Hein. Le click to call. Et on suit en fait le nombre d'appels. Donc ça pour le B2B c'est assez intéressant. Oui. On est capable de vous dire voilà, il y a eu des appels tel jour, telle heure, de telle région, de tel numéro. Hein. Vous pouvez même suivre vos leads. Et donc ça nous permet de suivre la performance et dans le suivi des prospects d'être efficace. Oui, puisque c'est vrai que la mesure de la performance, on parlait du web, donc du nombre de formulaires de contact remplis, nombre de commandes, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est dans certains cas, nous avons un client qui est dans le domaine du stand, fabricant de stands au niveau Europe, et on s'est rendu compte que 70% des projets arrivaient par le téléphone. Donc évidemment, quand on veut mesurer une performance, il faut absolument prendre en compte aussi les appels entrants et le nombre de projets détectés à appels entrants. Donc voilà, ça a été finalement de mettre un numéro de téléphone unique qui n'est que sur le site et pas dans les outils papier du client avec lequel il communique. Et en fait, on savait grâce à ça avoir un back-office et on pouvait voir quels étaient les appels, combien d'appels et combien de nouveaux projets derrière. Voilà. Good. Super. Okay, j'ai une question sur le sondage. Ouais, j'ai une question sur le budget minimum. Vous avez vu, hein, on a parlé de budget qui approchait des 1000 € parfois. Donc en termes de médias, on peut faire des campagnes pour très peu cher. Tout dépend de, par exemple en remarketing, il n'y a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. Par contre, il y a toujours un coût fixe qui est le temps passé à configurer, à suivre ces campagnes. Et vous voyez que pour être efficace, eh bien, dans le cas du standiste par exemple, il faut suivre ça hebdomadairement, communiquer avec le client, prendre des décisions, faire des modifications, changer de message. Donc sur des petits budgets, ce qui compte, c'est la qualité du travail. Donc on peut faire une très belle campagne avec un petit budget média et un minimum de temps passé sur la campagne. Petit budget, c'est quoi? C'est 500 €? Ouais, 1000 €? Je parlais de 150 € pour... oui, sur la campagne de retargeting, oui, tout à fait. Ouais. Il faut, parce qu'en fait, elle dépend essentiellement du nombre de visiteurs qu'on a sur notre site, etc. Mais, voilà, mais si vous voulez optimiser quelque chose, il faut quand même qu'on ait une base statistique minimum. Oui. Il nous arrive rarement de monter des choses en dessous de 1000 ou 3000 €. Hein. Et puis après, ça dépend du secteur d'activité aussi. Hein. Il y a des secteurs qui sont plus concurrentiels que d'autres. Ouais. Alors, pour les résultats du sondage... On arrive à l'heure de fin, ouais. Voilà, on arrive à l'heure de... Vous voulez les résultats de sondage pour rebondir dessus un peu?
Donc on a 43% qui souhaiteraient développer leur notoriété, excusez-moi. 86% qui aimeraient développer leur performance. On a 43% des personnes qui aimeraient utiliser le display RTB et 14% qui aimeraient utiliser le display YouTube et Facebook. Donc je ne sais pas si vous voyez les résultats. Donc la plupart veulent développer sa performance. Ouais, ça c'est bien, ça me plaît. Ok, super. Bon, c'est un peu l'objectif. Intéressé par YouTube et Facebook, qui est effectivement assez nouveau dans ce contexte de display. Et donc j'ai une question plus sur les secteurs d'activité. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui fonctionnent mieux? Nicolas, qu'est-ce que tu en penses? Je dirais qu'en fait, c'est pas lié au secteur d'activité, c'est lié à l'offre qu'on propose dans chaque secteur d'activité. Voilà. Donc, c'est-à-dire que il y a des secteurs qui sont très niches et qui peuvent très bien fonctionner parce que l'entrepreneur a trouvé un moyen de se démarquer. Et, voilà, donc, je dis toujours que le web, le digital, c'est un outil, mais il ne faut pas oublier derrière la stratégie. Et la stratégie, elle est hors du web, hors de tout ça, quoi. Donc, faut vraiment se... Voilà. Donc, je ne fais pas une réponse un peu indirecte, mais c'est important. Donc ça, c'est la première chose. Donc, et la deuxième, c'est d'être certain de pouvoir tout mesurer. Si dans un système où on veut aller vers la performance, on ne met pas en place tous les outils pour pouvoir mesurer, à un moment donné, on se plante de toute façon. Donc c'est super important. Après, les secteurs, que ce soit B2B, B2C, il y a tout type de secteurs qui fonctionnent bien. Donc, moi, j'ai tendance à penser qu'en B2B, il faut des paniers moyens élevés. Voilà. Parce que le ROI sera d'autant meilleur. En B2C, là, ça va dépendre de l'offre derrière. Je sais pas, Benoît, si tu veux compléter. Mais... Non, je crois que c'est bien dit, tout à fait. Soyez clair sur qui sont vos prospects, quelles sont leurs motivations, leurs barrières, et à partir de là, le display a forcément un rôle à jouer dans la découverte, la sélection, l'engagement, et puis le suivi de l'achat, la fidélisation. Mais si il faut être clair effectivement sur ses prospects, sur l'offre, qu'est-ce qui va faire la différence par rapport à la concurrence. D'ailleurs, c'est souvent, je dirais, là où on prend, entre guillemets, le plus de temps avec le client au départ. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, avec l'expertise et l'expérience que l'on a aujourd'hui, on est vraiment là pour apporter aussi cette approche-là au client. Et on fait un peu l'effet miroir. C'est-à-dire qu'on joue le néophyte et puis on remet en question, non pas, on n'a pas la prétention de remettre en question le modèle économique du client, mais le meilleur moyen de performer sur le web, c'est qu'on comprenne bien en fait ce que fait le client et là où il est fort. Et donc ça, évidemment, en posant ces questions-là au client, le client est obligé de se les reposer en fait. Voilà. Et donc ça permet d'avancer souvent. Allez, on va terminer. Je mentionnais ici quelques points sur le réseau WSI. Donc, nous sommes fiers d'être partenaire Google. C'est important en termes d'expertise, d'accès à des solutions. Nous sommes 1000 dans le monde, dans 80 pays, 50 en France, Suisse, Belgique, j'ai oublié. Actif depuis 18 ans, donc bien sûr de nombreuses références. On a un focus plutôt PME. Bon, on parle ici de McCormick, de grands groupes, mais on a un focus plutôt PME. Sur le site, vous découvrirez ces références. Et puis, le livre arrive bientôt. Hein, on espère l'avoir pour Noël. Vous trouverez le chapitre coécrit par Nicolas et moi-même sur SlideShare, WSI-display sur Bitly en lien court. Tout simplement, vous cherchez Benoît Gaillard, pub display. Je me permets Benoît Gaillard parce que c'est sur mon compte, je crois. Et puis, c'est le chapitre 5, n'est-ce pas, du bouquin WSI. Voilà nos coordonnées en France et en Suisse. Et bien sûr, nous serons heureux de répondre à vos questions et puis d'entamer cette discussion autour de vos objectifs business, de la compréhension de votre cible, du message qui peut être pertinent pour eux et seulement ensuite de la solution technique, display ou pas d'ailleurs, qui répondra à ces objectifs. Je te laisse le mot de la fin, Nicolas. J'ai été ravi de discuter avec toi. Voilà. Et puis. Ouais, c'est sympa, c'est la première fois qu'on fait ça en fait en webinaire. Ouais. Et puis je trouve intéressant en fait le sondage qui est passé, puisque la presse, on a vraiment voulu focuser sur ce côté performance et ce qui répond à 83% de mémoire de l'auditoire. Donc
Donc c'est bien, ça a matché entre la cible qu'on attendait, notre audience, et nous-mêmes. Voilà, on a bien ciblé. Super, bravo les gars. Super, eh bien, belle fête à vous tous. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. Voilà. On souhaite la santé, je crois que c'est le plus important. La santé, ouais, c'est clair. Et puis on vous dit, rendez-vous ça sera en janvier pour un webinaire sur, ce sera le 16 janvier exactement, un webinaire sur le référencement naturel, SEO. Donc voilà, ça sera présenté le 16 janvier. Et d'ici là, je vous dis aussi très bonne fête. Voilà, à bientôt. Merci, au revoir à tout le monde. Au revoir.